Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne puisque c'est un genre de vidéo que je n'ai absolument jamais fait. Il s'agit d'un top 10 en fait, le top 10 de mes livres préférés tout simplement. Donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo depuis longtemps et là c'était l'occasion. En effet, l'occasion était plutôt bien trouvée puisque ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, 2 ans que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. C'était le 20 mars 2013 et là aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2015. Je suis un petit peu en retard au niveau de l'anniversaire de ma chaîne, mais bon voilà, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant et c'est pourquoi je vous la tourne seulement aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment ravie de me dire que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et 2 ans que je fais des vidéos. Je pensais pas que cette activité allait me prendre autant de temps au final, que j'allais rester si longtemps et que j'allais autant aimer. Au début, j'ai ouvert ma chaîne pour prendre confiance en moi, pour me sentir plus à l'aise à l'oral et pour partager mes lectures également, mais c'était aussi pour moi et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à me sentir plus à l'aise à l'oral, même s'il y a encore du travail à faire sur ça, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là je voulais donc vous faire une petite intro pour vous parler de ces 2 ans sur YouTube qui m'ont du coup beaucoup apporté sur le plan personnel tout simplement, puisque ça m'a aidé du coup à me sentir plus à l'aise à l'oral, ce qui peut être très bien lors d'un entretien d'embauche, lors d'un oral pour un examen par exemple, etc. Donc voilà, c'est quand même très pratique à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup apporté aussi parce que j'ai découvert plein de choses en regardant des vidéos, parce que en faisant des vidéos moi-même, je m'intéresse d'autant plus aux vidéos des autres, livresques ou non, mais principalement livresques. Donc voilà, ça a été plein de découvertes, plein de bonheur, donc, et puis toujours une envie de partager, d'échanger. Et ça c'est vraiment top, et YouTube c'est une plateforme qui est très intéressante pour ça, je trouve. Donc voilà, du coup je suis ravie de faire partie de cette communauté entre guillemets YouTube et d'être là encore 2 ans après. Mais sans plus attendre désormais, puisque j'ai commencé la vidéo il y a au moins 5 minutes je pense, on va commencer enfin cette vidéo qui est donc un top 10. C'est la première fois que j'en fais un top 10 de mes livres préférés que j'ai lus. Alors il faut savoir que de 1, je n'ai pas classé ces livres, excepté pour les 3 premiers qui sont vraiment mes 3 livres préférés je pense, mais pour le reste c'est un peu dans le désordre. Et 2, il y a d'autres livres qui devraient être dans cette liste, mais malheureusement il a dû faire un choix et ça a été très compliqué pour moi de le faire, mais bon voilà, je me suis dit bon, on va prendre des livres que j'ai énormément aimés et les 3 premiers que je vais présenter, ce sont mes livres préférés pour le moment. Il se peut qu'un jour ils se fassent détrôner, peut-être, je l'espère même qu'ils se feront détrôner, ça voudrait dire qu'il y a un livre qui m'a encore plus plu que ça et ce serait génial, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est comme ça et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc en première position, en numéro 1, même si il y a une forte concurrence avec le livre suivant, il ne se fera jamais détrôner je pense. C'est un livre que vous connaissez sûrement, qui est vraiment très connu. Il s'agit d'une saga en 7 tomes et là je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Il s'agit bien entendu de Harry Potter de J.K. Rowling, donc une saga fantastique en 7 volumes. Donc j'inclus dans ce livre préféré la saga en entière, parce que je ne sais pas lequel je préfère parmi eux, et parce qu'ils forment un tout, et parce que c'est pareil, ils ne sont pas aussi bien et aussi intéressants. Donc Harry Potter, pas besoin d'épiloguer pendant 3 heures je pense. Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune enfant de 11 ans qui, le jour de son anniversaire, va découvrir qu'il est un sorcier. C'est un garçon qui est orphelin, ses parents ont été tués par un grand mage noir qui s'appelle Voldemort. Attention, je vais prononcer son nom. Et donc Voldemort veut la mort de Harry depuis des années, et dès qu'il va rentrer à l'école des sorciers, Poudlard, Harry va être poursuivi par ce grand méchant pendant des années. Voilà grosso modo l'histoire, je pense que vous connaissez tous, franchement j'ai pas besoin d'en faire des caisses, mais je vais plutôt vous dire pourquoi j'aime Harry Potter, parce que ça me semble beaucoup plus intéressant. Donc Harry Potter, moi j'ai découvert ça lors de la sortie du premier film, je ne sais plus en quelle année c'était au début des années 2000 je crois. Avec l'école primaire dans laquelle j'étais à cette époque, nous sommes allés voir Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma.
Et moi, ainsi que mon frère, on n'avait absolument pas envie d'y aller. On disait non mais ça va être nul, hein, c'est débile, gna. Donc voilà, Harry Potter c'était pas du tout connu avant la sortie du film, mais moi ça ne m'intéressait pas. Et je trouve qu'au final j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé ça sympa. Je n'ai pas été fan directement, j'ai été fan un petit peu avant la sortie du 3e film, donc ça va être en 2003 ou 2004. Quand j'ai commencé à lire les livres, donc avant la sortie du 3e film, j'étais rendue, je crois, au 4e tome où je l'avais déjà lu, je ne sais plus. Et donc ensuite, mon amour s'est développé petit à petit pour Harry Potter. Et n'a cessé de grandir durant des années. Je me suis acheté quelques produits dérivés Harry Potter. J'ai tous les livres dans différents formats. Je suis allée au studio Warner Bros, donc les studios Harry Potter, quand j'étais en voyage à Londres en 2013. Bref, Harry Potter, ça a beaucoup d'importance pour moi. Certains ne comprennent pas forcément. Beaucoup pensent que Harry Potter c'est une saga pour gamins. Ce n'est absolument pas le cas. Certes, ce sont des livres pour enfants de base, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux dire, l'univers qui est développé, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas forcément pour les gamins, il y a des choses que enfants on ne comprend pas. Dans Harry Potter, on aborde beaucoup de sujets. On aborde le deuil, la mort, l'amour, l'amitié, beaucoup l'amitié, la haine aussi, la discrimination, la violence, le racisme, et j'en passe des meilleurs. Donc voilà, J.K. Rowling aborde tellement de sujets dans Harry Potter, tellement de choses bien plus profondes, et je pense qu'il faut vraiment lire les livres tous, ou au moins commencer à les lire pour comprendre ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas uniquement regarder les films qui ne sont pas toujours très bien réussis, il faut le dire. Donc voilà, Harry Potter ça a été très important pour moi. J'ai rencontré des personnes grâce à Harry Potter, j'ai rencontré des personnes parce que je faisais partie d'un forum de RPG, donc Role Play Game, il y a quelques années quand j'étais ado et que je n'étais pas bien du tout dans ma peau, que tout n'allait pas forcément très bien dans ma vie. Le RPG, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et les personnes que j'ai rencontrées sur ce forum m'ont vraiment beaucoup aidé. Je suis plus trop en contact aujourd'hui, sauf avec l'une d'entre elles. D'ailleurs, si jamais elle regarde cette vidéo, je lui fais des gros bisous. Donc voilà, Harry Potter, ça a été très important pour moi et ça a été vraiment génial. Et voilà, ça a beaucoup d'importance pour moi. Même si certains ne le comprennent pas, c'est vraiment une saga qui vaut la peine d'être lue. Le second livre dont je vais vous parler, donc qui est en 2e position, un peu à égalité avec Harry Potter, il s'agit de Second Island de David Vann, que j'ai lu en janvier 2014 et qui est oui, en janvier 2014, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui est franchement, je pense, un de mes livres préférés, qui est mon livre préféré même, tout simplement, avec Harry Potter du coup. C'est très différent, c'est un livre beaucoup moins connu malheureusement, mais qui mériterait vraiment d'être connu. Donc là, c'est pas du tout de la littérature pour ados ou pour enfants, loin de là. C'est l'histoire d'un homme et de son fils qui vont partir vivre un an sur une île déserte, Second Island, en Alaska. Donc le fils a 13 ans et il ne connaît pas tellement bien son père que ça, ils se connaissent pas trop. Le fils n'est pas super emballé à l'idée de partir, il le fait surtout pour faire plaisir à son père qui dans sa tête ne va pas bien, qui est triste, qui est malheureux dans sa vie, etc. Donc voilà, son fils le fait surtout pour lui faire plaisir. Et donc ils vont partir, c'est du nature writing, c'est-à-dire qu'on nous raconte la nature en fait, grosso modo c'est un peu ça le nature writing. Donc c'est quelque chose de très particulier puisqu'on nous raconte une ambiance, un paysage, un pays, une température, enfin plein de choses comme ça, et c'est exactement ce que fait David Vann, c'est-à-dire qu'il décrit ce qu'il se passe, il décrit les paysages, les choses, les mouvements des personnes, enfin voilà, il décrit beaucoup David Vann et il écrit vraiment très bien. Je sais que c'est très subjectif comme opinion, mais en tout cas c'est la mienne et je pense vraiment sincèrement que c'est un écrivain qui a du talent, qui se sert de sa propre expérience personnelle pour écrire, et du coup ça fait quelque chose de vraiment waouh, parce qu'il a une vie pas des plus faciles, mais je ne vous dirai pas pourquoi pour ne pas vous spoiler l'un ou l'autre de ses livres. Donc dans cette histoire, nous faisons la découverte de ces deux hommes du coup qui se retrouvent sur cette île déserte pour vivre un an. Le père est pas du tout préparé à ça, surtout avec un enfant en fait, il est absolument pas préparé, il ne sait pas quoi faire et tout, il ne sait pas du tout ce qu'il fait au final et il va très mal.
Et donc vers le milieu du livre, il se passe quelque chose qui va tout bouleverser. Voilà, qui va tout changer dans leur planning en fait d'aventure, qui va vraiment tout bouleverser. C'est un événement absolument incroyable qui arrive. On se prend ça comme une vraie claque dans la gueule. Vraiment, moi j'ai lu le truc, j'ai fait c'est pas possible, j'ai mal lu, je l'ai relu plusieurs fois pour être sûre que j'avais bien compris le truc qui se passait. Et donc la suite des événements va en fait être vraiment ce qui va se passer après cet événement crucial. Du coup, je ne vous dirai absolument pas c'est quoi parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même en lisant le livre, donc surtout ne vous faites pas spoiler, ce serait bien dommage. Et donc voilà, suite à cet événement, il va se produire un tas de petites choses et c'est vraiment un livre qui m'a foutu sur les fesses, qui m'a vraiment mis une claque. J'avais jamais lu quelque chose qui m'avait autant retourné. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à vous exprimer ce que j'ai ressenti en lisant ce livre parce que c'était tout simplement un livre hors du commun pour moi et donc voilà, c'est pour ça qu'il mérite amplement sa place ici. Donc mon troisième livre préféré, et donc la suite des livres seront totalement mélangés, mais en tout cas lui c'est le troisième je pense. Il s'agit de Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Donc c'est un thriller, si vous n'aimez pas les thrillers ça pourrait vous déplaire, parce que c'est vraiment un thriller celui-ci. Donc nous allons suivre Barbara, une jeune femme de 24 ans, qui est plutôt timide, qui parle pas trop, etc. Un peu effacée en fait. Et qui est passionnée par les poupées, et donc elle en a toute une collection. Et un soir, alors qu'elle va acheter une poupée qui s'appelle Sweet Dorian, dont elle rêve depuis longtemps, il va se produire quelque chose qui va tout bouleverser dans sa vie, et qui va la rendre un petit peu différente. J'ai pas trop envie de vous dire pourquoi, mais en tout cas elle va vivre un événement traumatisant ce soir-là, qui nous sera décrit dans les moindres détails. Donc préparez-vous, accrochez-vous, vraiment c'est costaud Sa vie dans les yeux d'une poupée, ça retourne aussi pas mal. Et donc elle va vivre un événement et suite à ça elle va changer. Donc voilà, on va suivre deux personnages, principalement deux personnages, donc deux vies qui vont s'entrecroiser. Donc celle de Barbara et celle d'un policier, donc j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée. Mais un policier qui est un peu... qui a été blessé et qui est assez macho et tout, enfin bref, le genre de personne que je n'aime pas du tout. Donc leurs chemins vont se croiser puisque le policier mène une enquête en fait. Donc voilà, je n'ai pas envie de vous en dire plus par rapport à ce livre, car comme pour le précédent, je pense que c'est vraiment chouette de découvrir tout soi-même, c'est-à-dire de découvrir tout ce qui va se passer, toute l'horreur qu'Ingrid Desjours nous raconte, parce que c'est vraiment horrible ce qui se passe. Donc vraiment, il faut se préparer, il faut pas avoir... il faut avoir le cœur bien accroché tout simplement parce qu'il y a des passages qui sont absolument ignobles mais qui ont leur intérêt dans le livre. C'est pas du crade juste pour faire du crade, ça a vraiment son intérêt dans l'histoire et sans ça l'histoire ne serait pas aussi bonne et ne tiendrait pas autant la route. En tout cas c'est un livre qui m'a chamboulé totalement, donc que j'ai lu il y a quelques temps, c'était en novembre 2013. Et donc c'est un livre que je vous recommande énormément. Ingrid Desjours a vraiment un talent, j'ai lu un autre de ses livres. Elle a également écrit la trilogie Khaled sous le pseudonyme de Mira El Joundir. Donc je pense que ça vous parle un peu plus, c'est une trilogie pour les ados qui apparemment est géniale également. Donc voilà, lisez Ingrid Desjours et surtout, lisez Sa vie dans les yeux d'une poupée si les thrillers ça vous plaît. Le quatrième livre est un petit peu plus classique, on va dire, dans son écriture, etc. Puisque c'est un livre sorti il y a pas mal d'années déjà, je ne sais plus. C'était avant les années 2000, en tout cas, ça c'est certain. Et qui est même étudié à l'école. Vraiment, moi j'envie énormément ceux qui ont à le lire pour les cours, je trouve ça absolument génial. Parce que c'est un livre absolument génial. Et donc il s'agit de La vie devant soi, oui, de Romain Gary. Donc un livre dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne puisque je l'ai lu en octobre 2012 ou novembre 2012, par là, c'était en 2012, en tout cas fin 2012. Et donc je n'avais pas encore la chaîne à ce moment-là, je venais à peine d'ouvrir le blog je crois. Et donc La vie devant soi, c'est l'histoire d'un petit garçon arabe qui est élevé par une vieille femme juive puisque la mère du garçon est une prostituée et qu'elle
qu'elle l'a déposé là et qu'elle ne s'occupe pas de lui. Et donc en fait Madame Rosa, donc la vieille femme, garde des enfants de prostituées la plupart du temps, des enfants un petit peu abandonnés entre guillemets. Et donc Madame Rosa est une femme très très gentille qui a été elle-même prostituée dans sa jeunesse, qui a vécu la guerre également, qui a vu ce qui s'était passé, et donc là elle est vieille, elle s'occupe d'enfants et tout, et Momo, le petit garçon donc arabe, est très attaché à cette femme, et malheureusement l'Alzheimer la guette, des fois elle ne sait plus où elle est, qui elle est, à quelle époque elle est, tout simplement. C'est vraiment un livre qui est très... comment dire, enfin, plein d'émotions, je sais pas trop comment dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça m'a apporté beaucoup d'émotions, en tout cas, je l'avais découvert il y a pas mal d'années, dans un petit reportage de livres dans les magazines Je Bouquine auxquels j'étais abonnée à l'époque. Et donc voilà, ils avaient mis un extrait d'une bande dessinée adaptée de La vie devant soi, et je disais, ouais, ça avait l'air génial, et ensuite j'ai oublié le titre du livre, et des années après, je regardais dans le magasin, et là, je tombe sur La vie devant soi, donc en 2012, je lis le résumé, et je retrouve ce qui m'avait tellement... Je retrouve ce livre que j'avais un peu oublié, et que je cherchais du coup depuis longtemps, et j'étais juste... Waouh, c'est génial, donc je l'ai pris et lu tout de suite, et je l'ai adoré, parce que c'est une histoire pleine d'émotions, pleine de tendresse, c'est vraiment très très beau, c'est un petit peu triste à la fois, parce que Madame Rosa, elle dépérit jour après jour, voilà, elle a l'Alzheimer, c'est très très difficile. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment très très intéressant, c'est un petit peu plus classique dans son écriture, mais ça vaut vraiment le détour. Donc maintenant je vais vous parler de Shining de Stephen King. Je pense que vous connaissez tout Shining, que ce soit par son livre, donc écrit par Stephen King, ou par son adaptation cinématographique réalisée par Stanley Kubrick. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous. Donc Shining, c'est quoi? C'est l'histoire d'un petit garçon, Danny, qui a 5 ans, et qui est en fait un genre de pouvoir. En fait, il voit des choses, voilà, je ne saurais pas trop comment expliquer son pouvoir, mais en tout cas, il voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc, ce petit garçon vit avec sa mère Wendy et son père Jack, et tous les trois vont aller vivre pendant plusieurs mois dans un château, parce que Jack va travailler là-bas et il doit être gardien du château pendant la période hivernale, puisque le château se retrouve bloqué totalement, donc c'est-à-dire que personne ne peut y avoir accès à cause de la neige. Donc voilà, eux ne peuvent plus vraiment partir, enfin aux alentours du château, mais ils ne peuvent plus vraiment partir, et plus personne ne peut venir, et donc pendant plusieurs mois, Jack doit garder le château. Donc, qui est un hôtel en fait. Donc cet hôtel est hanté, et Danny va s'en rendre compte rapidement, puisque dans une des chambres, il va découvrir une femme décédée dans une baignoire qui s'approche de lui. C'est un moment absolument terrifiant. Je n'ai pas vu le film et je pense que ça doit être juste atroce ce passage dans le film. Moi je suis vraiment une grosse peureuse, et du coup rien que de repenser à cette femme qui s'approche de Danny et tout, à d'imaginer son visage, et ouf, j'en ai vraiment eu les jetons. C'est incroyable, c'est un livre qui m'a foutu les jetons. Je pensais avoir beaucoup plus peur que ça, parce que vraiment je m'étais dit non, Shining c'est pas la peine, je vais mourir en lisant ça, je vais pas survivre à une telle peur. Et au final, si, j'ai pas eu aussi peur que je le pensais, mais ça m'a quand même sacrément foutu la trousse, parce que Stephen King, vous connaissez sûrement l'auteur, c'est quand même un homme qui a vraiment beaucoup de talent, et plus particulièrement de talent pour faire peur aux gens, pour l'horreur, pour tout ça, et c'est très bien réussi dans Shining. Je n'ai pas regardé l'adaptation cinématographique, qui apparemment est très différente du roman et qui déplaît beaucoup à Stephen King, mais l'adaptation plaît beaucoup aux gens. Mais Stephen King ne l'aime pas parce que l'univers de son livre n'a pas été vraiment très respecté. On ne va pas épiloguer là-dessus. Je pense que c'est quand même un très bon film, pas une bonne adaptation, mais un bon film. En tout cas, c'est ce que j'en ai entendu. J'ai très envie de le voir, mais je n'oserai jamais. Je vais avoir trop peur. Je veux dire, juste quand... enfin, j'ai vu quelques passages du film par-ci par-là. Juste quand Raphaël me fait Redrum, je flippe. Je lui dis de se taire, je lui dis d'arrêter parce que j'ai trop peur. Après, je peux plus dormir, après je suis obligée de laisser la lumière et tout. Je suis trop de regarder partout s'il n'y a pas un psychopathe qui va venir me tuer. Donc, voilà.
suis vraiment trop une grosse peureuse et j'aimerais énormément voir ce film. Et donc c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il a réussi à me faire ressentir beaucoup de choses et qu'il a réussi vraiment à me foutre les jetons. Et puis que Stephen King est vraiment un écrivain talentueux. Pour continuer avec Stephen King, c'est le seul auteur que je présente 2 fois dans ce top, mais j'avais vraiment envie de mettre ces 2 livres-là. Donc le second, c'est La Ligne Verte, que vous connaissez également, qui a lui aussi eu son adaptation cinématographique, adaptation que j'ai vue et qui respecte plutôt bien l'esprit du livre, je trouve, qui est une très bonne adaptation que je vous recommande au passage. Et donc là, nous allons suivre un homme en fait qui est gardien de prison, en fait dans les prisons où c'est en Amérique du coup, donc où il y a les condamnés à mort, donc les criminels généralement. Et donc il y a un homme qui s'appelle John Caffey, un grand homme noir assez impressionnant qui a l'air un peu attardé mental de prime abord, qui va arriver du coup dans la prison, qui est condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes. Voilà, tout simplement. Donc John Caffey va arriver et en fait, je ne sais pas trop comment expliquer l'histoire sans trop spoiler. Mais en fait, du coup, c'est un personnage auquel on va beaucoup s'attacher. Voilà, je vous le dis comme ça. Et le gardien de prison, les gardiens même, vont beaucoup s'attacher à lui également. Surtout Edgecombe, j'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Edgecombe, il me semble, le personnage principal avec John Caffey. Donc voilà, il va arriver en prison, il est condamné à mort. Et donc voilà, nous allons suivre ces gardiens, ces condamnés à mort. C'est le genre de livre qu'on ne voit pas souvent, je trouve. Et il y a un petit côté fantastique quand même dedans, je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais il y a un côté fantastique dans le livre, également dans le film, qui est plutôt bien réussi. C'est pas un gros truc fantastique, c'est juste la petite touche, mais quand même très importante à l'histoire. Et c'est vraiment un livre très touchant. J'ai adoré les personnages, j'ai pleuré. Tous ceux qui l'auront vu ou lu comprennent pourquoi, je pense. C'est vraiment un très bon livre et un très bon film. Donc encore une fois, il mérite largement sa place dans ce top. Donc en 6ème position, je vais décider de mettre une bande dessinée. C'est la seule qu'il y a dans ce top. Je lis pas énormément de bande dessinée. J'aimerais beaucoup en lire plus parce que j'adore la bande dessinée. Mais de 1, ça coûte cher. De 2, j'y connais pas grand chose. Je ne sais pas trop vers quoi me tourner à chaque fois. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire plus de bande dessinée. Surtout des histoires de vie. Et donc là, c'est justement une histoire de vie. Il s'agit de Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Donc vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il y a une adaptation au ciné en 2013, il me semble, avec La vie d'Adèle. Donc j'ai vu le film qui est très différent du livre. Le film, je ne sais pas si je l'ai aimé ou pas parce qu'il y a des choses qui m'ont plu, particulièrement le jeu des actrices, que j'ai trouvé très bien. Et d'un autre côté, j'ai trouvé que le film était très long. Il y a beaucoup trop de scènes de sexe et qui ne sont pas forcément utiles. Voilà. Je ne suis pas là pour faire la critique du film La vie d'Adèle, mais pour vous parler de son livre, donc Le bleu est une couleur chaude, donc qui est une bande dessinée et scénarisée et écrite par Julie Marot. Donc en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes, donc Emma. Et du coup, j'ai oublié comment elle s'appelait parce qu'il n'y a pas le même prénom dans le livre et dans le film. Donc ça me perturbe un petit peu. Bon, bref, 2 jeunes filles qui vont se rencontrer et qui vont tomber amoureuses. Donc l'une d'elles découvre, elle a 15 ans je crois, elle découvre son homosexualité du même coup. Parce qu'elle ne savait pas du tout qu'elle était homosexuelle. Elle avait essayé de faire l'amour avec un garçon et ça n'avait pas marché. Et donc du coup, elle va découvrir qu'elle est homosexuelle. Et en fait, on va suivre ses pensées à elle. Puisque Emma, plus tard, lit son journal, donc je ne vous dirai pas pourquoi Emma lit son journal, vous le découvrirez en lisant la bande dessinée. Mais du coup, on va découvrir tout ce qui s'est passé tout au long de leur relation un peu compliquée, du coup, à faire accepter, tout simplement. Donc voilà, c'est une histoire d'amour entre femmes homosexuelles. C'était le premier livre, je crois, sur l'homosexualité que je lisais, je crois que j'en ai pas lu depuis d'ailleurs, et j'ai trouvé que le sujet était très bien traité. En fait, ça nous montre tout à fait que, bien que je n'en ai jamais douté, hein, rassurez-vous, que les homosexuels sont des personnes exactement comme nous et que leurs histoires d'amour ne sont pas différentes, si ce n'est qu'il est beaucoup plus compliqué pour 2 hommes ou pour 2 femmes de se tenir la main dans la rue, de s'embrasser en public par exemple.
Voilà, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens sont bêtes, parce que les gens ne comprennent pas que c'est un amour comme un autre et qu'il n'y a pas de différence. Voilà, je vais m'énerver, je suis désolée, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, l'homophobie. Ça me gaffe pas mal. Donc du coup, on va découvrir que l'homosexualité, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. Et c'est très très bien fait. Le dessin est juste génial. J'essaierai de vous trouver une petite... une planche de BD pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui m'a énormément touchée. C'est la première bande dessinée, il y en a eu d'autres après, mais très peu, qui a réussi à me faire pleurer. Voilà, et donc je l'ai lu l'année dernière, en 2014, mais je ne sais plus du tout quel moment. Je l'ai lu en 2014 en tout cas. Et donc voilà, c'est une bande dessinée que j'adore et que je vous recommande. Si vous n'êtes pas trop roman, ça peut être vraiment bien de vous pencher vers cette bande dessinée parce qu'elle vaut vraiment la peine. Bon, donc désolée s'il y a un petit changement de luminosité ou de décor léger. Parce que j'avais plus de batterie, du coup j'ai été obligée de recharger mon appareil photo pour reprendre la vidéo un petit peu plus tard. Donc là, ça fait quelques heures que j'ai commencé la vidéo et je reprends la suite parce que j'avais pas trouvé de recommencer. Donc voilà, s'il y a un petit changement, c'est pour ça. Donc j'étais en train de vous parler, avant que ça coupe, du livre Mathilda de Roald Dahl. Donc qui est un livre que j'aime énormément, que j'ai découvert quand j'étais assez jeune. C'était avant Harry Potter, mais je ne saurais pas vous donner de date précise. C'était il y a longtemps. Donc Roald Dahl, qui est un auteur pour la jeunesse, qui a écrit notamment Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, Sacrée sorcière. Enfin voilà, il écrit beaucoup de livres. Quelques-uns ont été adaptés au cinéma, comme Charlie et la chocolaterie, qui est sûrement le plus connu, qui a connu une adaptation avec Johnny Depp, que vous connaissez sûrement. Il y a eu James et la grosse pêche, qui a également eu droit à son adaptation, et Mathilda par exemple. Je crois que ce sont les seuls, à moins que... Il me semble que Sacrée sorcière a également eu une adaptation, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, Mathilda, c'est l'histoire d'une petite fille qui est très intelligente. À l'âge de 2 ans, elle apprend à lire toute seule, comme ça, normal quoi. Et donc à l'âge de 2 ans, elle apprend à lire toute seule, elle se débrouille toute seule, elle parvient à s'habiller, etc., etc. Et il se trouve qu'elle est dans une famille de crétins. En fait, ses parents sont omnubilés par la télévision. Ils passent tout leur temps devant la télé, ainsi que son grand frère qui n'est pas bien plus intelligent, lui non plus. Du coup, elle se démarque beaucoup parce que c'est une petite fille qui déteste la télé, qui n'aime pas du tout ça et qui adore lire. Il n'y a pas de livre chez elle. Donc elle va découvrir un peu par hasard la bibliothèque. Elle va y passer énormément de temps. À l'âge de 6 ans, elle n'est toujours pas allée à l'école. Et lorsque son père se décide enfin de l'inscrire, elle se retrouve dans une classe avec Mademoiselle Candy comme institutrice, qui est une femme adorable. Et malheureusement, la directrice, Mademoiselle Le Gourdin, est un monstre en fait. Pas un monstre dans le sens propre du terme, mais un monstre dans son comportement. C'est-à-dire que cette femme va torturer, faire beaucoup de mal aux enfants. C'est un personnage vraiment très mauvais, qui est très dangereux. Et donc Mathilda va devoir faire face à cette femme, faire face à ses parents qui ne la comprennent pas et qui ne l'aiment pas. Et donc face à tout ça, et à cause de sa colère, de son énervement, etc., de son ennui en cours parce qu'elle n'arrive pas. Enfin, elle a un niveau supérieur aux autres, du coup, elle s'ennuie. Et donc, à cause de tout ça, vont se développer des pouvoirs de télékinésie. C'est-à-dire que quand elle est sous le coup d'une émotion forte, elle arrive à faire bouger les objets. Et donc, elle va se servir de ça et de son intelligence pour prouver aux adultes qu'il faut bien se comporter, en fait. Donc, les rôles sont un petit peu inversés, du coup. Donc voilà, grosso modo, le speech de l'histoire, c'est vraiment un très bon roman pour les enfants, mais c'est également un très bon roman quand on est à lire, quand on est adulte, parce que quand on est enfant, on le lit avec notre regard d'enfant, on est fasciné par cette petite fille très douée, on est fasciné par tout cet univers fantastique que crée Roald Dahl, mais il y a également, quand on est adulte, on s'en aperçoit, une certaine critique que l'auteur faisait dans ses livres. Par exemple, dans Mathilda, au tout début, nous avons un bref aperçu de ce qu'il pense des parents
qui passent leur temps à dire que leurs enfants est une merveille, qu'il est très intelligent, etc. Des parents qui passent leur temps à faire des éloges sans qu'il n'y ait de raison sur leurs enfants, des parents qui ne comprennent pas quand on leur dit votre enfant ne travaille pas, votre enfant a fait ça, votre enfant, enfin, voilà. Donc les parents qui mettent leurs enfants sur un piédestal, donc ce qu'on appelle les enfants rois, c'est un petit peu ça. Donc il fait une critique de tout ça et c'est vrai que c'est assez drôle et assez bien foutu. Je l'avais relu, je ne sais plus quand, enfin j'avais fait une chronique sur mon blog, je m'en souviens. Je ne sais plus si c'était le blog sur Blogspot ou alors quand j'étais encore sur Skyblog, mais en tout cas j'en avais fait une chronique parce que je l'avais relu une nouvelle fois. C'est un livre que j'ai énormément lu et donc voilà, il y a une chronique que vous trouverez également en barre d'infos. Tous les livres qui ont été chroniqués, que ce soit sur mon blog actuel ou sur le blog Skyblog, se retrouveront en barre d'infos pour si ça vous intéresse. Et tous les titres des livres cités se retrouvent également en barre d'infos, bien entendu. Donc voilà, c'était pour la petite information. En tout cas, Mathilda est un livre que j'ai beaucoup lu, comme je disais, et j'ai également beaucoup regardé le film, qui n'est pas forcément une mauvaise adaptation, qui respecte plutôt bien l'esprit du livre, sauf à la fin, où la fin est un peu différente en fait. Je ne vais pas vous dire pourquoi, ceux qui auront vu le film et lu le livre comprendront de quoi il s'agit, mais je n'ai pas envie de vous dire ce qu'il se passe à la fin. Mais voilà, c'est pas une mauvaise adaptation, et puis c'est un film qu'avec mon frère et ma soeur on a regardé 1 million de fois, vraiment, je vous jure, là si je peux vous réciter le début du film, tout le monde naît un jour, mais tout le monde n'est pas semblable. Bon voilà, ça commence comme ça, certains deviendront chapeliers, charcutiers ou chardonniers, d'autres seront tout juste bons à servir de la gelée de limace. Voilà, c'est Mathilde. Je vais maintenant vous parler d'un livre pour adolescents dont on a beaucoup parlé. Il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully, qui est un livre qui a fait un peu polémique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où les gens se posaient la question sur l'âge destiné au lecteur, puisqu'il vise un public adolescent et qu'en fait il faut quand même avoir, je dirais pas une certaine maturité, mais avoir une certaine connaissance de l'histoire. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que Max, vous le verrez sur la couverture, vous vous en doutez, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Max en fait c'est un fœtus qu'on va voir grandir, évoluer, il va devenir un bébé, etc., un enfant qu'on va suivre tout le long du livre. Et donc on commence l'histoire avec Max qui est un fœtus et donc qui est un des programmes de Lebensborn, j'espère que je le prononce bien, donc qui était quelque chose qui a réellement existé mais qui n'a pas été réellement mis en place. Enfin voilà, il y a un côté fictif dans l'histoire mais pas tout à fait. Et donc en fait le but c'était de créer une race aryenne, donc c'est-à-dire des enfants blonds, bien comme il faut, nanana. Et donc ils avaient pris une femme allemande et un homme allemand qui correspondaient tous les deux aux critères aryens pour pouvoir, voilà, donc et la femme et l'homme couchaient ensemble pour créer un enfant aryen en fait, voilà, pour qu'un enfant aryen naisse. Et donc là on suit Max, donc, qui est un fœtus et qui a été créé ainsi, voilà, qui n'est pas né par l'amour en fait, comme il le dit lui-même sur la 4e de couverture, qui est une 4e qui déjà c'est secoue un peu. Donc en fait c'est un fœtus qui est déjà complètement, qui adhère déjà complètement aux idées d'Adolf Hitler. C'est vraiment impressionnant, il n'aime rien à part le Führer. Il va insulter sa mère, c'est assez... Je vous en parle pas très bien là, je pense, je ne donne peut-être pas très envie de lire, mais en tout cas c'est un roman qui nous permet de voir la Seconde Guerre mondiale sous un autre point de vue, sous le point de vue d'un enfant qui était du côté nazi et qui adhérait complètement à ses idées et était complètement cinglé. Donc c'est un enfant qui n'a pas existé, mais c'est quand même un point de vue super intéressant, je trouve. C'est vraiment un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu. Donc c'est bien quand même d'avoir eu quelques cours sur la Seconde Guerre mondiale. Personnellement, je ne connaissais même pas le programme Lebensborn. Je me suis un petit peu renseignée avant de lire le livre et après.
mais je ne connaissais pas vraiment, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment abordé quand on est au collège ou au lycée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très intéressant. J'ai repéré plusieurs livres qui traitent du sujet, que ce soit de manière fictive ou non. Et Max en fait partie, et Max est bien fait. Et Max, c'est vraiment un livre qui m'a un peu chamboulée, et je sais que ça a été le cas pour beaucoup. Tout le monde ne l'a pas aimé, moi je l'ai adoré. S'il est là, c'est que je l'ai adoré. Parce que comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup les livres qui me retournent, qui me font ressentir des émotions, qui ne me laissent pas indifférente, et ça fait partie de ces livres qui ne vous laissera pas indifférent. Ça c'est sûr et certain. On en arrive au dernier livre qui est Comment tu as commencé de Pete Fromm. Donc c'est encore du nature writing, un peu comme chez la même maison d'édition que pour Second Island, donc la maison d'édition Gallmeister, dont je vous parle très très souvent. Je vous rabats un peu les oreilles avec cette maison d'édition que je vous invite à découvrir encore une fois. Donc Comment tout a commencé, c'est le second livre, je crois, que j'ai lu de Pete Fromm. J'ai lu un peu avant ou après, je ne sais plus, enfin à peu près dans la même période, j'ai lu Indian Quick, donc qui est un livre que j'ai également adoré. Donc c'était en 2014, je ne sais plus quand, je crois que c'était vers le mois de mai 2014, un truc comme ça. Et en tout cas, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont très 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 proches, qui s'aiment énormément. Donc lui, il est un peu plus jeune et elle est un peu plus âgée. Ils font tous les deux du baseball, ils sont tous les deux passionnés de baseball, ils adorent ça, ils en font énormément. Et en fait, elle le pousse énormément à faire, voilà, à se dépasser, à dépasser ses limites, etc. etc. parce qu'elle veut absolument qu'il soit pris dans une équipe dans laquelle elle n'a pas pu être quand elle était au lycée. Voilà, il me semble que c'est ça, parce que c'était une fille, voilà, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, hein, mes souvenirs sont plus très frais concernant le début de l'histoire, mais c'est ça, donc elle le pousse énormément. Et en fait, on va suivre un amour fraternel, un amour du baseball, mais aussi un amour fraternel. J'ai appris beaucoup de choses sur le baseball, et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit lexique à la fin du livre. C'est vraiment très très pratique. Si comme moi, vous n'avez aucune notion sur ce sport-là, que vous n'y connaissez absolument rien, c'est vraiment très pratique ce petit lexique pour comprendre certaines choses. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la sœur pousse donc son frère à dépasser ses limites, et la sœur, on va découvrir qu'elle est bipolaire. Donc là, je ne vous dévoile rien puisque c'est même écrit dans le synopsis, il me semble. Et donc elle souffre de troubles bipolaires, et du coup, un coup, elle va être totalement odieuse, elle va partir sans explication, etc. Elle va avoir des comportements un petit peu incompréhensibles pour ses parents et pour son petit frère. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé trouver un amour dans une histoire qui n'est pas un amour entre couples, mais qui est un amour fraternel. C'est vrai que c'est pas très souvent, et là c'est vraiment très 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 bien fait, parce qu'il y a ce côté un peu malsain, vu que la sœur ne va pas bien dans sa tête et tout, elle entraîne un peu son frère. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a vraiment énormément plu, que j'ai trouvé sublime, que j'ai trouvé très très bien écrit, très bien pensé. Enfin voilà, Pete Fromm a vraiment beaucoup beaucoup de talent. Ça s'était découvert dans Indian Quick, qui est plutôt une autobiographie de son expérience, où il a vécu seul pendant plusieurs mois sur une île, je crois. Donc voilà, enfin, bref, je ne suis pas là pour vous parler de ce livre-là, mais pour vous parler de comment tout a commencé. Mais vraiment, c'est un très très bon livre que j'ai énormément aimé. Je m'étonne moi-même de le mettre dans ce classement, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais lu, ce qui m'avait plu, que j'ai un peu regardé par-ci par-là, je me suis dit, ouais, quand même, Comment tout a commencé, c'est un livre à faire découvrir, il en vaut vraiment la peine, c'est vraiment un super bon livre, c'est vraiment un très bon auteur, c'est vraiment une très bonne maison d'édition, et donc du coup, il mérite largement sa place parmi ce top. Donc cette vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que cette idée de top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir d'autres tops qui seront un peu moins longs, parce que là la vidéo doit être genre une demi-heure, 40 minutes, facile, enfin une demi-heure je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre, d'autres top 10, soit de personnages, soit de... Enfin voilà, il en existe plein, ou des top 5. Au début je voulais faire un top 5 et en fait j'avais trop envie de présenter 10 livres, enfin voilà, j'ai fait mon choix et j'ai dit ah ouais mais je suis obligée de le mettre celui-ci dans le top et tout, donc voilà, je me suis retrouvée au final avec 10 livres au lieu de 5.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres qui sont très très chers à mon cœur, chacun à leur manière. Voilà, qui valent vraiment la peine d'être lus, qui sont tous très différents, de genres très différents. On a du thriller, on a de la jeunesse, on a de la littérature, du nature writing. Enfin, il y a un peu de tout quand même, hein. C'est assez diversifié et du coup j'espère que ça vous fera découvrir des choses ou ça vous donnera tout simplement envie de les lire. N'hésitez pas à me parler vous aussi de vos lectures qui vous ont marqué, de vos livres préférés, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je pense que demain je ferai un tag ou un truc comme ça, mais bon. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Salut!